Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'ICMLF. Aujourd'hui, nous avons l'interprétation simultanée disponible en français et en anglais. Vous pouvez envoyer un message à Laurence ou à Alexandra si vous avez des difficultés ou si vous avez besoin d'assistance. Pour avoir accès à l'interprétation simultanée, cliquez sur l'icône du globe dans la barre en bas et cliquez sur le français. Nous recommandons de couper l'audio original. Bienvenue à tous, bienvenue à notre groupe de discussion régionale pour l'Afrique. Je m'appelle Amanda Woolley et je vais être l'animatrice de la discussion aujourd'hui. Avant de commencer avec les membres de notre panel qui sont des orateurs fantastiques, j'aimerais vous présenter un peu l'ICMLF et vous faire une présentation de notre organisation. Nous sommes une fondation avec deux priorités clés. Tout d'abord, nous voulons travailler pour arriver à mieux aider les patients de LMC partout dans le monde en améliorant la gestion de la LMC par l'éducation. Ça inclut des réunions telles que celle-ci et en travaillant sur la base de préceptorats, de symposia et d'informations communiquées par notre site Internet pour que, où que vous soyez dans le monde, des médecins et des chercheurs de la LMC puissent avoir accès aux meilleures connaissances, au savoir et aux meilleures expériences. La deuxième priorité pour nous, c'est utiliser le pouvoir de la recherche dans le monde. Nous travaillons à la recherche de la guérison de la LMC, mais nous voulons aider autant que possible tous les patients. Et nous avons notre alliance de la génomique et notre alliance de la rémission sans traitement. Nous avons beaucoup travaillé sur la LMC avec Covid. Nous avons également une enquête sur la LMC et l'hépatite B. Et nous travaillons avec les pays à revenus faibles et intermédiaires sur des traitements et encore beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette introduction était utile pour vous tous. Notre discussion d'aujourd'hui est attendue depuis longtemps. Je sais que dans nos webinaires précédents, nous avons travaillé aux recommandations de laboratoire de l'ELN de 2023, les défis pour les PRFI et essayer de relever ces défis où que vous soyez. Nous allons entendre deux présentations aujourd'hui qui vont nous donner la prestation ou une présentation de Tanzanie notamment. Et nous allons vraiment nous concentrer sur trois questions. Tout d'abord, les tests et le suivi pour les mutations du gène BCR à BL1 et euh, la gestion et comment détecter les mutations de BCR à BL1 lorsqu'il y a des ressources limitées, avec une discussion générale. Quelles sont vos options pour tester et assurer le suivi si votre centre n'a pas les infrastructures nécessaires? Avant de présenter nos orateurs, quelques petites notes pour tout le monde. S'il vous plaît, coupez votre micro tant que vous ne parlez pas. Cela sera très utile pour tout le monde, mais pour nos interprètes aussi, et aussi pour nos présentateurs. Je suis cependant ravie de pouvoir vous voir si vous parlez. Donc, branchez votre caméra. C'est toujours intéressant de voir les visages lorsque l'on passe à une discussion pour que l'on vous connaisse un peu mieux, parce qu'on est ravis d'entendre vos euh, commentaires, vos questions, vos pensées. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat. N'hésitez pas, on pourra lire vos questions dans le cadre de notre discussion.
Et si vous voulez prendre le micro, n'hésitez pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Si vous avez des questions sur Zoom ou sur des problèmes logistiques, alors vous pouvez envoyer un message direct soit à moi-même, soit à mon collègue Gérald. Nous sommes tous les deux de lycée MLF, donc vous pouvez nous trouver si vous avez besoin d'assistance technique. Et si vous avez besoin d'assistance pour l'interprétation, comme je l'ai annoncé, envoyez un message direct soit à Alexandra, soit à Laurence, nos interprètes. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter nos orateurs pour aujourd'hui. Nous avons parmi nous le docteur Katarina Machova-Polakova de l'Institut d'hématologie des transfusions sanguines de la première faculté de médecine à l'Université Charles de Prague en République tchèque. Katerina est experte en LMC. On recherche toujours son expertise dans les laboratoires et hors des laboratoires. Elle a contribué au module d'aspect pratique de LMC pour le centre de connaissances et nous sommes ravis d'avoir avec nous à nouveau le docteur Katarina Polakova. Malheureusement, Katarina a un problème de caméra, donc on ne la voit pas, mais elle est là avec nous. Je sais qu'elle est prête à intervenir pour nous. Nous sommes ravis également d'avoir le professeur Jerry Radic qui va rejoindre notre discussion, mais il est un peu en retard, on dirait. Euh, J'espère qu'il arrivera à nous rejoindre dans quelques instants et on l'accueillera comme il se doit lorsqu'il arrivera parmi nous. Et nous avons deux présentateurs. D'abord, professeur assistant Samuel Kindebirou et le docteur Alam Nasser. Samuel est un professeur assistant à l'université d'Addis Abeba en Éthiopie et il a très bien travaillé pour assurer la facilitation des tests et du suivi de la LMC en Éthiopie, dans son pays. Et si Samuel arrive à travailler de manière décentralisée en Éthiopie, on espère que d'autres pays à revenus faibles ou intermédiaires pourront faire de même. On est ravis vraiment de vous avoir parmi nous, Samuel, et j'attends avec impatience d'entendre votre présentation. Et enfin, nous avons Arlam qui vient de l'université Muhimbili pour la santé et la science alliée à Dar es Salaam en Tanzanie. Alors, le docteur Alam est vraiment un des médecins les plus dynamiques dans notre région Afrique. Elle est dans le comité directeur pour assurer ces discussions qui sont clés pour la LMC. Et nous sommes toujours ravis d'avoir le docteur Arlam avec nous. Nous sommes ravis aussi de vous entendre dans quelques instants. Sur ce, je vais inviter Samuel à bien vouloir faire sa présentation. Je vais afficher ses diapos pour lui. Samuel, vous pouvez commencer. J'affiche vos diapos dans un instant. Bien, Samuel, à vous la parole. Pouvez-vous brancher votre micro? Attendez un instant qu'on règle tout cela. Voilà, je vous entends maintenant, Samuel. Je vais partager votre écran, hein, parce que de votre côté, je vois qu'il y a un petit problème technique avec le mode présentation. Donc, je vais euh, afficher vos diapos. Très bien. Allez-y, Samuel. Vous allez faire avancer les diapos pour moi? Oui, oui, elles sont affichées maintenant. Vous voyez la première diapo? Oui, très bien. Merci beaucoup. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais rapidement vous parler des études clés sur la LMC en Éthiopie. Les premiers diagnostics ont été faits
au début des années 90 par les services d'hématologie qui utilisaient les aspects morphologiques et les rapports étaient que la plus forte proportion de leucémie se retrouvait dans les années 90. C'est assez intéressant de voir si on peut assurer le suivi en Éthiopie. On voit que on a la même chose dans les différents types de leucémie. Autre point important, c'est l'adhérence au traitement avec une mise à disposition gratuite du traitement. Malheureusement, les ITK ne sont pas suffisamment utilisés. Le taux d'adhérence au traitement est de 55,1% et cela devrait être plus important pour assurer le suivi également des patients, notamment dans les essais cliniques. Autre point important à mentionner, en 2022, nous avions une cohorte de patients souffrant de LMSC qui n'étaient pas suivis en termes de statut de rémission moléculaire. Et il y avait différentes raisons qui ont expliqué cela que je vais vous présenter. C'est une raison que l'on connaît bien dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. On utilise un suivi plutôt morphologique qu'hématologique parce que c'est une difficulté. Et en 2023, certains de nos collègues ont identifié des comorbidités que l'on trouve souvent associées avec la LMC, l'hypertension et l'infection au VIH. Et l'année dernière, avec mes collègues, nous avons identifié une interaction intéressante au niveau génétique qui ont une incidence sur les résultats de LMC et nous continuons d'explorer cette possibilité. Alors, quand et comment peut-on diagnostiquer ou dépister lorsque les ressources sont limitées? J'en ai parlé avec le docteur Almana, qui est le meilleur hématologue de notre pays, et je travaille aussi avec d'autres entités. Nous avons eu différentes discussions et nous sommes aperçus de points très importants. Si un nouveau patient arrive à notre clinique d'hématologie, le patient doit être envoyé vers un laboratoire à l'étranger. Mais lorsque le patient a des finances et que nous avons des experts disponibles, parfois c'est souvent difficile d'avoir l'expertise génétique, on reçoit des résultats qui sont parfois incohérents. Donc, on essaie de nous concentrer sur l'utilisation maximale de GenExpert. Lorsqu'il y a un problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la seule option est souvent d'attendre avec le patient jusqu'à ce que le patient ou la patiente ait suffisamment de fonds pour faire une analyse fiche à l'étranger. Donc, ce n'est pas facile. Les patients viennent jusque chez nous et puis ils doivent rester un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans médicaments cytoréducteurs dans certains cas, dans ce cas d'espèce, l'hydroxyurée par exemple. Autre point important, la difficulté que nous rencontrons avec les échantillons. Il y a plusieurs laboratoires dans la capitale de notre pays, à Addis Abeba, mais il y a un problème inhérent. C'est le manque de personnel spécifique pour discuter des résultats hématologiques. Cela pourrait améliorer le service qui est offert aux patients. Par exemple, il y a dans certains cas, des résultats fortement équivoques. Certes, cela peut être lié à un problème de transport de l'échantillon. Pour arriver à une analyse fiche, il faut qu'il y ait un échantillon qui soit
correctement transportés. Et lorsqu'il y a un problème au niveau du transport, on a des difficultés à avoir des résultats corrects avec l'interface fiche. Euh, donc, on se retrouve avec des résultats fortement équivoques. Donc, ça, c'est une première difficulté. Autre difficulté, les délais euh, pour les analyses. Parfois, ça peut prendre 10 jours. On ne sait donc pas où étaient stockés les échantillons. Est-ce qu'il y a eu un problème à l'aéroport? Est-ce qu'il y a un problème de blocage aux douanes? On ne sait pas pourquoi, mais il y a un délai de jusqu'à 10 jours pour avoir l'analyse fiche ou bien pour avoir une analyse de l'intégrité de l'ARN pour le PCR. C'est pour cette raison qu'il est urgent d'avoir une évaluation de la qualité de l'échantillon avant que celui-ci ne soit envoyé à un autre laboratoire. Passons maintenant à la rémission sans traitement par rapport à la thérapie aux inhibiteurs de la tyrosine kinase. Quels sont les défis et les opportunités? Très souvent, je rencontre des scientifiques de renom ou des défenseurs de la rémission sans traitement qui nous disent que dans la majorité des cas en Afrique subsaharienne, les patients préfèrent ne pas entrer dans l'étude de rémission sans traitement, alors que c'est possible parce que la majorité de nos patients sont très jeunes, on n'a pas besoin de leur donner des médicaments, on peut simplement les encourager à vivre une vie normale sans médicaments. Mais tout le monde doit comprendre quels sont les défis qui sont liés à cela. Il n'est pas vraiment juste d'avoir un patient dans une thérapie pour tout au long de la vie, mais d'après les recommandations européennes et mondiales que l'on a, on devrait avoir une plateforme très stricte pour un accès au QRT-PCR. C'est très important et il faut que cette plateforme QRT-PCR soit harmonisée d'après les normes internationales. Dans le même temps, il faut que l'on ait des résultats qui arrivent plus rapidement. Lorsque l'on arrive à envoyer nos échantillons, le délai de réponse est tellement long que on a des difficultés. Hein. Donc, ça a un impact sur les résultats. Autre défi majeur, les patients doivent doivent se déplacer pour qu'il y ait un suivi qui soit réalisé. Et effectivement, s'il y a une différence par rapport à l'état précédent, il faut prendre immédiatement des dispositions. Ils doivent venir tous les 6 mois, ne serait-ce que pour prendre les médicaments. Et ça pose un problème en Éthiopie, un véritable problème. Donc, un autre point très important, c'est que pour que nous puissions vraiment avoir un traitement qui fonctionne, il faut faire un calcul très concret et objectif des besoins en tyrosine kinase, en inhibiteur. Autre problème, les diagnostics tardifs. On arrive souvent à récupérer des patients après 3 filtres. Donc, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et après avoir vu un hématologue, c'est-à-dire lorsque l'état de la maladie est déjà assez avancé. Et nous essayons de les mettre sous TFR en fonction des recommandations. Alors, combien de patients sont candidats? Eh bien, 10 à 20%, sans risque associé. Alors, ils pourraient être éligibles, mais la question est de savoir s'ils auront les moyens de faire le déplacement jusqu'à l'hôpital. Ça, c'est une autre question. Quelles sont les opportunités? Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons d'excellents hématologues, d'excellentes cliniques, d'excellentes divisions d'hématologie. Nous avons également des médicaments
Donc ça, ce sont les points positifs. Pour autant, il reste des difficultés en termes de plateforme génétique, donc pour la quantité de PCR. Ici, nous avons des données qui n'ont pas encore été publiées. Nous sommes en cours de travail. Nous avons ici l'inhibiteur de tyrosine kinase et la réduction de la réponse moléculaire. Et ici, vous voyez à quoi ressemblent les données. Vous voyez ici notre panorama. Par exemple, sur le premier schéma, vous avez la thérapie de longue durée. Ce sont des cas qui ont été publiés dans le East African Journal. Ensuite, vous voyez des disparités entre différents types de transcripts. Troisième schéma, nous avons essayé d'ajuster les choses, mais nous continuons à avoir une différence liée à la sensibilité en fonction du genre. Et figure 4, un traitement prolongé par l'inhibiteur de la tyrosine kinase qui n'est pas indispensable pour obtenir une DMR. Mais vous voyez la réponse moléculaire, vous voyez combien de cas sont une réponse moléculaire. Lorsque l'on rencontre ce type de difficulté, on opte pour une approche innovante, sans vraiment le plateforme de dépistage. Il s'agit d'un PCR qualitatif qui fait effet de dépistage. Nous faisons une évaluation pour savoir si le multiplex fascia peut permettre de faire un diagnostic et même un pronostic. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été publié, donc vous pouvez vous référer à l'article. Ici, nous avons le PCR multiplex en test semi-quantitatif. Il y a déjà eu des publications à ce sujet. Ce PCR multiplex permet de répondre à la plupart des besoins. Donc, notre évaluation est la suivante. Le PCR multiplex peut être interprété comme un test semi-quantitatif. Pas un test quantitatif, mais semi-quantitatif. Naturellement, nous utilisons les normes de base, c'est-à-dire les niveaux de PCR par rapport aux quantités. Donc là, vous avez un résultat de 0,93 et vous voyez les niveaux maximum et minimum de précision. Donc, on est à 0,6% sur l'IS, l'échelle internationale. Sur cette base, nous avons commencé à élaborer une approche pour pouvoir passer au niveau suivant. Au niveau central, nous n'avons pas besoin d'engager le PCR quantitatif, mais pour les patients, nous pouvons mettre en place une approche facile. Au niveau de la recherche, nous avons fait une évaluation et nous avons préparé des agents dans notre laboratoire qui sont un mélange de tout ce que nous avons à partir de 14 échantillons à peu près. Et nous demandons aux installations médicales d'ajouter ce dont elles disposent. Donc, nous essayons d'utiliser tout ce que nous avons sans faire appel à des ressources supplémentaires. Nous avons également un gel compact d'électrophys et nous avons réussi à obtenir une image du gel sans dépenser trop de ressources. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour permettre d'aller plus loin dans notre recherche. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre conseil, de vos suggestions éventuellement. L'étape principale se déroule au cours des 6 à 12 premiers mois, où le TKI doit être de 0,1 et 1%.
toujours sur l'échelle internationale. Ça, c'est ce que nous devons pouvoir détecter. Donc, si nous sommes à 0,1 IS, cela signifie 100%. Et donc, le degré de fiabilité sera correspondant. Lorsque nous essayons de faire une évaluation du projet, eh bien, sachez que les collègues allemands estiment que lorsque le traitement est changé, nous n'arrivons plus à détecter le gel. Mais ici, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les médicaments étaient ingérés pendant de nombreuses années, jusqu'à 10 ans, et on a quand même réussi à détecter la présence du gel. Donc, euh, cela permet d'avoir une valeur de diagnostic et de pronostic. Dans le Medical Journal, on parle également de cette question parce que c'est ce qui permettra d'éviter les rechutes. Donc, ces données sont très importantes, surtout pour l'utilisation des TKI dans les pays à faible revenu. La question maintenant est de savoir quelle est la faisabilité de l'établissement d'une PCR multiplex dans d'autres installations similaires qui dépendent de l'envoi d'échantillons. Et c'est là que nous aurions besoin également de votre rapport. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que l'on peut passer à l'échelle suivante? Est-ce qu'on peut passer également au laboratoire périphérique? Quels sont les défis? Quelles sont les stratégies? Quels sont les effets de levier que nous pouvons utiliser? Quelle est l'expérience dont nous pouvons nous inspirer? Parce que nous pensons réellement que cette méthode peut être utilisée pour l'envoi de certains spécimens, de certains échantillons aussi. Si nous pouvons envoyer, si vous voulez, le PCR, les gens peuvent faire le test sans avoir à se déplacer dans nos installations. Un élément très important que nous avons appris, c'est que si les échantillons sont préparés au niveau local, c'est ce que j'ai fait à Addis, on les lave, on peut les insérer en tenant compte d'un bon nettoyage. Donc, cela peut permettre un envoi sans risque de contamination. Pour le poisson, c'est la même chose. On le cultive, on le stocke et ensuite on l'envoie en Allemagne, par exemple. Il n'y a pas de problème euh, d'expédition. Et lorsque j'ai demandé, d'ailleurs, on a essayé de le faire. Et lorsque j'ai demandé comment ça s'était passé, le résultat, ça a été que c'était très bien. Donc, pour l'instant, nous en sommes encore aux expérimentations, mais nous pensons pouvoir passer à une échelle plus importante. J'aimerais adresser mes remerciements à mes mentors, donc le docteur Rowley de Larry et Alert, le docteur Michael Cross de Uniclinic Leipzig et naturellement mes étudiants en master, Saifo Ailou et Azib Tarizeng. Et bien entendu, je remercie l'ICMLF. Merci Samuel de cette présentation très intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et j'invite nos invités, Catherine et Alam, à prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser des questions. Catherine, je me tourne vers vous avant les autres.
Oui, bonjour, excusez-moi. Je n'arrive pas à brancher ma caméra, mais j'espère que vous m'entendez correctement. Alors, Samuel, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Et nous prenons bien conscience et connaissance de la situation dans votre pays. J'ai pris des notes et je vais essayer de répondre à vos questions. Je crois que le PCR multiplex fabriqué chez vous fonctionne assez bien. Cette méthode est formidable pour le diagnostic, mais ça peut être commandé avant le début de la TKI. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Votre accès au PCR en temps réel n'est pas vraiment possible. Vous n'avez pas pu recueillir suffisamment de données pour avoir une idée de la dimension, c'est ça? Vous avez également mentionné GeneXpert. Est-ce que vous avez une grande expérience du travail avec GeneXpert et avec les kits? Est-ce que vous avez des données internationales? Réponse oui, nous avons accès au GeneXpert en dépit des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Donc, en termes de coût, est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à faire ces examens PCR ou est-ce que vous avez des difficultés dans l'achat des cartouches? Est-ce que ça pose un problème parce que le coût est assez élevé pour vous et surtout pour les patients? Parce que les patients vont devoir acquérir, acheter les tests, n'est-ce pas? Réponse. Nous avons une aide du gouvernement. Donc, c'est pris en charge en partie par le gouvernement, mais il y a quand même des problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement dû aux questions de, de marché, d'acquisition, d'achat. Question. Donc, la meilleure façon de procéder pour vous, c'est d'avoir votre méthode créée chez vous, c'est ça? Réponse oui. Donc, vous avez votre PCR multiplex fabriqué par vous. Ça, c'est formidable pour le diagnostic, selon moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est également très intéressant pour le pronostic. Cela vous permet de comprendre s'il y a une rémission réelle chez le patient. Si cette rémission correspond à 1% de l'IS, cela signifie que la sensibilité de votre PCR maison est bonne. Dans certains cas, il y a quand même un certain taux de variabilité dans les analyses PCR et tout dépend de la qualité de l'échantillon et de certains paramètres. Donc, dans certains cas, la sensibilité sera de 0,1%, n'est-ce pas? Mais ça peut être très intéressant également pour les patients qui présentent une situation justifiant l'arrêt de certains médicaments. Ultérieurement, vous verrez si le patient perd les MMR. Très rapidement, vous obtiendrez les renseignements dont vous avez besoin. Alors, je ne sais pas
quelles sont les autres caractéristiques de ce PCR maison, mais ce que vous nous montrez est très positif pour la gestion TFA. Ça peut fonctionner, je pense. Je pensais également aux vieilles méthodes. C'était les PCR compatibles, où on avait besoin de l'électrophorèse uniquement. Et ça aussi, c'est une option qui est assez rentable, enfin qui n'est pas, qui est assez bon marché et qui permet d'obtenir des résultats sympathiques, hein, comme un PCR en temps réel. Donc ça, c'est une autre option possible pour vous. Donc c'est assez, en termes de coût-rentabilité, c'est assez intéressant. Merci beaucoup, formidable. Oui, c'est très intéressant pour tout le monde, je crois. Je me permets simplement de vous interrompre pour encourager les participants à poser des questions s'ils en ont. Pensez à vos propres patients. Est-ce que ces informations sont pertinentes pour votre patientèle? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou vous pouvez même partager des réflexions sur ce que vous rencontrez, vous, dans votre réalité. J'aimerais également avoir le retour d'Alam et son expérience en Tanzanie vis-à-vis de ce que Samuel nous a montré. Est-ce qu'il y a des choses qui sont parlantes pour vous? Est-ce que vous avez une façon différente de relever ces défis? Merci beaucoup. Merci Samuel pour cette excellente présentation. Je travaille moi aussi dans une entité qui a des ressources limitées et je sais bien qu'il faut être réaliste du point de vue des coûts. Notre pratique est souvent guidée par ce qui est disponible. Donc je vous félicite, vous et votre équipe, d'avoir identifié cette possibilité d'avoir un PCR multiplex maison, mais avec une bonne sensibilité quand même, car vous arrivez à identifier la réponse cytogénétique, voire moléculaire, avec 0,1% de taux de sensibilité. C'est pour une réponse moléculaire majeure, c'est vraiment excellent. Et je passe maintenant à la question des compétences. Avec les kits que vous avez à disposition, est-ce que vous êtes en mesure de comparer les coûts du point de vue de réaliste? C'est-à-dire le kit nécessaire pour pouvoir réaliser le test par rapport à ce dont vous avez besoin pour faire le test GenExpert. Je crois que ça peut être bénéfique parce que le GenExpert est subventionné par votre pays. Donc, vous pourriez présenter cette demande auprès des décideurs politiques et un moyen de le faire, en tout cas pour la Tanzanie, c'est ce que nous avons identifié. On a des groupes de patients, nous avons travaillé avec la Fondation du cancer de Tanzanie et on a vu que cela fonctionnait au Kenya, par exemple. Là, la voix des patients est très forte et les patients exigent d'avoir accès à ces droits et le gouvernement doit accorder la priorité à ces tests. C'est une possibilité à envisager. Il faut que le gouvernement, les parties prenantes entendent les preuves, l'analyse coût-bénéfice, parce que vous savez, les gouvernements veulent toujours économiser de l'argent. Donc, ce serait intéressant pour vous d'avoir les chiffres. Et puis, de contacter aussi les groupes de défense de patients, parce que eux, souvent, ont une voix qui se fait entendre. Merci beaucoup pour ce compliment, dit Samuel. Merci, Sam. J'aimerais revenir vers vous pour le dernier mot sur cette discussion avant que l'on entende la présentation d'Arnam. Est-ce qu'il y a
Des perles de sagesse dont vous pourriez nous faire part si vous envisagez peut-être quelque chose de similaire dans vos propres organisations. Est-ce qu'il y a, par exemple, des trucs et astuces que l'on peut imaginer qui ne sont pas nécessairement publiés dans des articles? Alors, pour le coup, je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais il y a une différence de coût significative lorsqu'on exclut les coûts généraux, les frais généraux. Donc, c'est 5 ou 6 dollars américains par rapport à 120 dollars américains lorsqu'on doit envoyer l'échantillon. Donc, c'est un impact très important pour les patients également. Alain m'a parlé du fait qu'on doit convaincre les autres médecins. Mais lorsqu'on demande les fonds gouvernementaux, lorsque c'est envoyé aux experts, en général, ils considèrent que c'est un petit groupe de patients. Et c'est c'est le problème que l'on rencontre à chaque fois que l'on demande des fonds. Oui, tout à fait. Je reviens au point mentionné par Alam, notamment pour les groupes de défense des droits des patients. Du point de vue anecdotique, peut-être, quel a été l'écho que vous avez entendu des patients lorsqu'il y a eu ce changement d'approche? Est-ce que vous avez des échos particuliers? Oui, c'est un point très important, effectivement. Et je vais en parler à nos patients. Nous n'avons pas utilisé cette méthode, on l'a pas recommandée à nos patients, mais c'est vrai que nous avons déjà un groupe de patients LMC, donc ça pourrait être un point d'entrée utile pour que ce groupe de patients euh, euh, en parle directement avec le gouvernement. Oui, c'est une bonne stratégie. Oui, merci beaucoup de votre présentation, Samuel. Ça a été une introduction très intéressante, vraiment, qui nous a fait réfléchir à ce sujet. On veut entendre vos questions, s'il vous plaît. Si vous êtes en ligne, que vous nous écoutez, levez la main ou posez votre question dans le chat. Et si vous voulez intervenir un peu plus tard, c'est possible aussi. Après la présentation d'Alam, nous aurons d'autres d'autres possibilités de poser des questions. On va afficher les diapos d'abord d'Alam et puis j'aimerais avoir vos pensées, vos réflexions. Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez entendu aujourd'hui euh, dans votre pays? Mais je vais passer la parole tout de suite à Aram.